Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 22 avril. À la une de cette édition, deuxième jour de visite pour la ministre des Outre-mer. Au programme Santé et Économie, Annick Girardin a d'abord rendu visite aux membres de l'association Yes We Canet, à l'origine de la création d'une laverie éco-responsable. Après une séquence dans le nord de l'île, la ministre s'est ensuite rendue au CHM. Une manière de constater que la mise en place du plan pour l'avenir de Mayotte avance bon train. Un reportage signé Paul Arthur Habit. La ministre des Outre-mer est en visite à Mayotte depuis hier. Annick Girardin a commencé sa journée en rendant visite à l'association Yes We Canet. Cette dernière est à l'origine de la création d'une laverie éco-responsable. Aujourd'hui, on est sur le thème de l'économie solidaire et des solutions qui sont apportées sur le terrain et en quoi on crée un cercle vertueux en aidant les associations de terrain. Ici, ça part d'un constat où des gens effectivement manquent d'eau et ont accès seulement à la rivière pour pouvoir faire leur lessive ou pour pouvoir tout simplement se laver. Et donc la réponse, et moi je crois à ce type de réponse immédiate, rapide, c'est des associations comme ici, des structures comme ici qui ouvrent leurs maisons avec des laveries et qui permettent effectivement d'avoir accès à des machines. Un accès aux machines ou aux produits de nettoyage biologique qui permettra de lutter contre la pollution des cours d'eau. Nous savons que Mayotte a un lagon magnifique, qui est un vrai bijou, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, ce lagon il est attaqué par les eaux de lessive qui vont jusqu'à lui. Et donc, il y a aussi cette lutte contre la pollution, mais aussi la lutte contre les déchets, puisque pour avoir accès ici à la maison, c'est aussi venir apporter les canettes, puisque c'est ce qui est ramené ici, les canettes vides, de manière à avoir là aussi une logique dans ce qui est fait, un cercle vertueux, c'est comme ça que l'on l'appelle. La ministre a continué sa visite en allant à Aqua échanger avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle a poursuivi en début d'après-midi en visitant les différents services du centre hospitalier de Mamoudzou. L'occasion de se rendre compte des bienfaits que pourraient apporter les 20 millions d'euros débloqués pour les travaux d'urgence du CHM. On a eu 40 millions récemment pour faire les travaux d'urgence. On a eu une annonce de 200 millions d'euros pour moderniser cet hôpital, pour cette grande opération qu'on appelle Copermo, qui va s'étaler sur 6 ans. Donc cette année et jusqu'en 2021, on a les travaux d'urgence à faire. Ce sont les parkings, c'est les lits surface pour que des hélicoptères puissent se poser, c'est centraliser tout ce qui a trait aux actes de consultation. La ministre continuera sa visite demain avec une visite de la PMI, de la laiterie de Mayotte et signera les premiers emplois francs. Son départ est prévu demain dans la soirée. Et plusieurs élus du département accompagnent les différentes séquences de la ministre. C'est notamment le cas du sénateur Tani. Le vice-président du Sénat, membre de La République En Marche, est satisfait de voir les visites ministérielles se multiplier. En effet, les parlementaires font du lobbying pour que les plus hauts fonctionnaires de l'État viennent se rendre compte des réalités mahoraises. Quant aux annonces, le sénateur Tani considère qu'il y a de nouveau de quoi se réjouir. Au montage, Leslie Vimenet. En attendant le président de la République, les visites ministérielles s'accumulent sur le territoire. Une victoire pour le sénateur Tani, lui qui ne cesse d'inviter les responsables politiques dans son île natale. C'est le rôle de tout parlementaire, effectivement, de servir de trait d'union entre le territoire et les ministres et le gouvernement. Et ça, effectivement, de tout temps, les élus de Mayotte se sont attelés à ça. Mais c'est aussi ce qui se passe ici, c'est aussi les élus locaux, à force de faire remonter leurs projets, à force de demander des choses, eh bien, ça donne envie, ça suscite en tout cas les envies de déplacement. Et moi, je connais beaucoup d'autres ministres qui aimeraient venir, mais à cause de l'agenda, à cause de l'actualité. La personne qui nous écoute, qui c'est qui aimerait venir là? Par exemple, l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, que j'avais commencé à brancher en lui parlant du lagon, en lui parlant, en disant que Ushuaïa, j'avais jamais vu traiter le lagon de Mayotte, et il avait pris ça comme un défi. Il avait failli venir. Concernant la visite du ministre de l'Intérieur, le vice-président du Sénat considère que les annonces sont passées inaperçues. Pourtant, certaines d'entre elles étaient attendues depuis de longues années. Il y a eu des annonces très importantes comme la prochaine construction d'un commissariat. Moi, je suis désolé, mais à chaque fois que je rencontre des policiers,
Ça fait partie des demandes, les conditions de travail. Parmi les choses qu'il a annoncées, le matériel, vous savez que il avait fait une sortie nocturne à bord d'une voiture pourrie, dont se sert la BAC. Ouais. Et c'est ça qui est important. Je rappelle, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec le général Lucas, oui, l'un des patrons de la gendarmerie. Oui. Il est venu avec le directeur général de la PAF, qui était dans cette sortie en mer. Et tout de suite, après cette sortie, parce que les hommes de la PAF et des forces de l'ordre disent au ministre depuis des années que le matériel ne suffit pas, eh bien, il a tout de suite vu l'utilité d'intercepteurs supplémentaires. Un nouveau commissariat, de nouveaux intercepteurs d'ici la fin de l'année, un nouvel escadron de gendarmerie, du matériel supplémentaire pour les policiers. Autant de moyens qui doivent permettre de lutter plus efficacement contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Pour le sénateur, les derniers chiffres ont d'ailleurs de quoi inviter à l'optimisme. La même façon de calculer ces chiffres, c'est celle-là depuis des années. Donc quand ces chiffres augmentent, on y croit, mais quand ils baissent, tout d'un coup il y a mauvaise foi, ce sont les mêmes qui font les comptabilités. Donc on est loin du compte. Et on part de très loin. Cette île a été trop oubliée pendant des années ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il faudrait accélérer les choses, mais c'est encourageant. Encourageant en attendant peut-être de nouvelles annonces telles que la piste longue. Pour cela, il convient d'attendre le mois de juin prochain, date à laquelle le chef de l'État foulera le sol mahorais. La création du club d'entreprise La Fièvre de la vallée du Rift ou encore la transformation numérique des administrations locales. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place aux brèves de ce lundi 22 avril. La ministre des Outre-mer est accompagnée de Jean-Marie Marx, le haut-commissaire aux compétences et à l'inclusion par l'emploi. Ce dernier est actuellement à la maison de l'entreprise pour le lancement du club d'entreprise de Mayotte. Il entre dans le plan du gouvernement qui souhaite que 10 000 entreprises agissent pour l'inclusion et l'insertion professionnelle des personnes les plus fragiles. Ce plan vise plusieurs finalités. Développer la découverte de l'entreprise pour bien s'orienter et se former. Développer les passerelles vers l'emploi durable pour les plus vulnérables, accompagner les personnes dans les territoires les plus fragiles et faciliter l'accès aux produits et services de base pour les plus démunis. Des clubs d'entreprise sont ainsi créés dans chaque département. Les entreprises s'inscrivant dans cette démarche prennent des engagements. Le club s'engage en effet sur des thématiques ciblées en agrégeant les actions prévisionnelles des entreprises adhérentes. Le club doit également définir, partager et valoriser les réalisations liées à ces engagements. Mayotte n'est toujours pas débarrassée de la fièvre de la vallée du Rift. Durant la semaine écoulée, 12 nouveaux foyers animaux et 5 nouveaux cas humains ont été signalés, soit un total de 104 foyers animaux et 122 cas humains depuis la survenue des premiers cas fin novembre 2018. Les foyers animaux restent principalement localisés dans le centre et le nord-ouest de l'île. Cependant, des foyers supplémentaires sont apparus depuis fin mars dans les communes de Tembéni ainsi que sur Petite Terre. Concernant les cas humains, après une baisse continue des cas durant les 3 dernières semaines de mars, une nouvelle augmentation est observée depuis début avril. L'arrêté d'interdiction de commercialisation du lait non traité thermiquement est toujours en vigueur. Par ailleurs, depuis le 20 mars, un arrêté d'interdiction d'exportation d'animaux vivants, de viande et de lait cru produits par les élevages de ruminants mahorais est également en vigueur. A noter que chez l'homme, la maladie se manifeste généralement par un syndrome grippal. Il est recommandé de consulter un médecin dès la survenue des signes. La préfecture, avec la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, ainsi que le CNFPT, ont travaillé au déploiement d'un outil de transformation numérique destiné aux services de l'État puis aux collectivités. Objectif de cette transformation numérique, offrir aux administrations de l'État et territoriales un service pour numériser des démarches administratives et s'affranchir des formulaires papier. Cette dernière permettra à terme aux citoyens d'effectuer l'ensemble de leurs démarches administratives en ligne à Mayotte. Le site démarchesimplifiées.fr permet aux administrations de dématérialiser plusieurs démarches administratives, inscription à des services, appel à projets, demande d'autorisation, demande de subvention, etc. À ce jour, plus de 550 organismes utilisent déjà cette plateforme numérique.
Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Max Dubois, le président de l'association Eredom, République et Développement Outre-mer. Monsieur Dubois, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Le micro. Je prends le micro. Voilà, du bon côté, bonsoir. Un mot de pourquoi vous êtes là, et notamment de ce qui s'est passé ce matin du côté de Mtsapéré. Vous étiez au chevet des pêcheurs. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec la filière pêche à Mayotte? Alors déjà, Eredom, République et Développement des Outre-mer, c'est une association dont l'objectif consiste à lutter contre le chômage de masse, où qu'il soit. Donc lutter contre le chômage de masse, c'est d'abord se tourner vers tous les chefs d'entreprise, que ce soit les chefs d'entreprise qui existent déjà, ou que ce soit ceux qui ont des projets d'entreprise, parce que baisser le chômage de masse dans nos territoires d'outre-mer passe pour moi exclusivement par la création d'emplois marchands. Je mets donc de côté tout l'aspect social qui n'est pas dans la vocation d'Eredom. Pour nous, c'est l'emploi marchand. Alors, la filière pêche. Cette filière pêche de Mayotte, elle est importante oui, au regard du contexte. Elle est très importante à plusieurs titres. Alors, importante au titre du nombre d'emplois. Parce que cette filière pêche, elle entretenait à peu près 3000 emplois il y a de ça une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 1000. Donc on a perdu les 2/3 d'emplois. C'est quand même important. Elle est importante aussi parce qu'elle intervient complètement dans l'autosuffisance alimentaire. Mayotte, aujourd'hui, c'est 80% d'importation. Et puis, soyons clairs, les importations de nourriture que nous avons ne sont pas de très grande qualité. Donc aujourd'hui, aller au-devant de toutes les initiatives qui permettent de réduire l'importation alimentaire, mais d'aller chercher autour de soi les subsides qu'il nous faut, c'est quand même un point important. Puis enfin, il y a encore un point, c'est un point culturel. Il ne faut pas perdre ça de vue. Vous savez, il y a 3 types de pêche à Mayotte, pour faire court. Il y a les pêcheurs professionnels qu'on trouve essentiellement sur les barquiams. Donc là, c'est des équipages de 3 pêcheurs qui partent et puis qui ramènent une pêche en partant 2, 3, 4 jours. Il y a 4 palangriers, enfin 3 pour l'instant, un 4e qui arrive, des bateaux un petit peu plus gros, mais qui sont quand même des palangriers modestes. On n'est pas en train de parler. De masse, oui, Mayotte, on n'est pas sur la pêche de masse, évidemment. À Mayotte, vous savez, on pêche à la ligne. Il faut savoir ça. Les prélèvements se font à la ligne, y compris sur les barquiams. On envoie des lignes, on attrape les poissons avec des hameçons. On n'est pas avec des gros filets. On n'est pas avec des gros filets. Donc voilà. Et puis il y a une pêche qui est une pêche vivrière, on va dire. C'est la pêche du lagon, c'est la pêche qui se fait à la pirogue sans moteur. Et cette pêche-là, aujourd'hui, il y a à peu près 700 pêcheurs occasionnels. Mais alors là, franchement, quand on voit ces pêcheurs occasionnels partir sur leur barque, des embarcations vraiment de fortune, je peux le dire, des pêcheurs qui partent 2 fois par semaine, qui ramènent 10-15 kilos de poissons et qui le font pour leur compte propre ou pour, en tout cas, un périmètre extrêmement réduit autour d'eux. Alors Max Dubois, quel est le problème aujourd'hui des pêcheurs ? Le problème, c'est le problème de la réglementation, et je crois essentiellement. D'ailleurs, ce problème-là, vous savez, moi, je vais, comme vous le savez, dans tous les territoires d'outre-mer, parce que Eredom est une association qui rayonne dans tous les territoires d'outre-mer, et on rend compte que vous savez, j'étais à La Réunion juste avant de venir là, parce que quand je viens dans l'océan Indien, c'est-à-dire à peu près 5 fois par an quand même, hein, ça fait régulièrement, vous me voyez arriver, merci, vous me tendez votre micro d'ailleurs, et quand je viens dans l'océan Indien, je vois finalement du côté de La Réunion des gens qui ont des industries plus grosses, parce que le territoire est beaucoup plus grand, et puis à Mayotte, c'est plus modeste. Mais finalement, avec des retards importants. Très importants, mais d'un bout à l'autre de la chaîne, que je rencontre des opérateurs qui ont 1000 salariés à La Réunion, ou que je retrouve ici des marins-pêcheurs qui sont à 3 sur un bateau, souvent, très souvent, le problème, c'est le problème de la réglementation. Il y a une incompréhension majeure dans ce pays-là au niveau de la réglementation. Je vais vous dire. Ce qui se passe, c'est que en matière de réglementation, nous avons une réglementation qui est appliquée par des fonctionnaires. Les lois sont là, les fonctionnaires appliquent la réglementation. Mais cette réglementation, elle n'est pas très souvent très adaptée aux réalités. Elle est un frein majeur au développement économique de nos territoires. Dans le cas de nos pêcheurs mahorais, vous savez, ce matin, nous avons fait une réunion. Ce matin, nous en avons réuni 157, je crois, pas mal, 157 marins-pêcheurs. Je les salue d'ailleurs. Je salue leur courage aux marins-pêcheurs. Vous savez ce que c'est ? De partir en mer. Vous savez, ce qui est marrant, c'est quand vous serrez la main d'un marin-pêcheur, vous sentez toute la cale qu'il a, et toute la cale qu'il a, c'est-à-dire tout le courage qu'il a. Le labeur. Le labeur et le courage est contenu dans la cale des mains. Donc ça, c'est des points importants. Eh bien, ces pêcheurs qui sont là aujourd'hui se trouvent dans une situation où ils ont quasiment plus le droit d'aller pêcher.
Pour plusieurs raisons, 3 essentiellement. La première, c'est parce que leurs embarcations sont très anciennes. Il y a 25 ans, les dernières barques qui ont été importées à Mayotte, elles ont 25 ans. Franchement, vous connaissez une seule administration qui aurait du matériel qui a 25 ans d'âge? Vous connaissez une seule entreprise qui a du matériel de 25 ans d'âge? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça, Max Dubois? Alors, nous pouvons faire beaucoup, mais le deuxième point, ça c'est l'embarcation. Ensuite, l'embarcation n'est pas aux normes, voilà, parce que, évidemment, on est départementalisé. Des problèmes d'homologation. D'homologation, donc une homologation c'est compliqué. Puis enfin, il y a le droit d'aller pêcher, parce qu'il faut passer des examens. Écoutez, on va demander à des gens qui sont à la pêche depuis 25 ans, 30 ans pour certains, c'est pas sérieux de leur demander de passer un examen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je me suis retourné avec Eredom, on a regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs. On a trouvé, par exemple, en Martinique, chez nos amis, ils sont dans l'océan Atlantique, là. Hein. Eh bien, en Martinique, les Martiniquais ont réussi à faire homologuer une barque. Alors, ils appellent pas ça une barque yam, là-bas, une yole. Mais c'est la même chose, quasiment. Et ils ont obtenu de Veritas un PV qui leur a permis d'agréer une barque. Et cette barque, elle a fini par être agréée, c'est une barque de 7 mètres. Bon, et puis, ils ont obtenu également qu'il y ait une règle qui permette de faire des VAE, la validation des acquis, qui permettent à des gens qui vont en mer depuis toujours, de leur dire, bon, vous allez en mer depuis toujours, c'est que vous savez faire 25 ans d'apprentissage, ça sanctionne un savoir-faire. Une sorte d'équivalence. Voilà. Donc, c'est une équivalence. Et avec ces équivalences, alors moi, je vais vous dire, que nous soyons français de Paris, que nous soyons français de Martinique, ou que nous soyons français de Mayotte, écoutez, liberté, égalité, fraternité, mais liberté. Donc égalité, cette égalité-là, moi je la veux. Donc je voudrais simplement que ce qui s'est fait du côté des Antilles puisse être appliqué ici. L'enjeu, c'est très important. L'enjeu, c'est 2000 emplois. On est en train de parler de 2000 emplois. Vous voyez? Alors, oui, excusez-moi, je suis très bavard. Un mot justement d'économie, on continue sur ce thème. C'est ce qui anime votre association. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, elle a dit que Mayotte, il n'y avait pas d'autres endroits en France où il y avait des meilleures conditions que sur cette île. Pour elle, les conditions sont toutes réunies pour développer l'emploi, pour créer de l'emploi sur le territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Écoutez, moi je crois que les conditions à Mayotte sont des conditions qui sont particulières tout de même. Elle parle du maintien du CICE, des efforts qui ont été faits par l'État. C'est bien, il y a le maintien du CICE, évidemment, c'est bien, mais ça veut dire aussi en même temps que si c'est bien d'avoir maintenu le CICE ici, et si Madame la Ministre le dit, cela suppose qu'on aurait peut-être pu le faire dans les autres territoires. Donc les autres territoires apprécieront. En tout cas, moi ce que je dis également, c'est que quand on dit que tout est réuni, mais on voit bien là dans la filière pêche que c'est pas tout à fait exact. La réglementation, encore une fois, est un frein majeur. Elle est un frein partout. Alors elle est un frein qui est peut-être plus brûlant à Mayotte, parce qu'à Mayotte, chaque emploi, mais un emploi, c'est vraiment, c'est partout pareil, hein. Mais à Mayotte, il y a tellement de difficultés que là, on est dans le vital, véritablement. Donc moi, je crois que... Taux de chômage record en France. Le chômage, bon, on compte plus les chômeurs. Bon, regardez, moi, je suis très choqué, j'arrive de La Réunion. Est-ce que vous savez qu'à La Réunion, on a fabriqué 10 000 chômeurs supplémentaires l'année dernière. Donc on voit bien, vous voyez, qu'on n'y est quand même pas. Alors, pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, on a parfois, au niveau de la réglementation, quelque chose de brutal. J'ai un appel à faire. Je fais un appel à tous nos amis fonctionnaires. Parce que nos amis fonctionnaires sont mal perçus. Ils sont perçus comme des gens qui sont tout le temps dans la coercition. Parlez aux pêcheurs, les pêcheurs vous disent on nous court après, on se fait arrêter dans le lagon, on a des procès en permanence, on encombre les tribunaux avec des choses qui sont quand même pas très importantes. Or, il faut considérer aujourd'hui, il faudrait qu'on réconcilie l'administration publique qui ne doit pas être là dans la sanction permanente. L'administration, elle doit être là aussi pour aider à trouver des solutions. Et moi, je fais un appel à la ministre, à Mme Girardin, dans les territoires d'outre-mer. Je veux dire, Madame la ministre, aidez-nous à trouver le moyen d'avoir entre la fonction publique et les opérateurs une véritable main tendue pour qu'on ne soit pas dans la coercition, mais qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui est noté, il faudrait que l'administration soit aussi force de proposition. On ne peut pas tout le temps dire non.
Je termine sur un exemple. J'ai visité cet après-midi, toujours dans le cadre de la pêche, un jeune homme qui a monté une poissonnerie vraiment bien. Eh bien, ça fait plus d'1 an que sa poissonnerie ne peut pas démarrer parce que il y a une commission de sécurité qui dit que problème administratif. Mais ça fait plus d'1 an qu'il paye tous les mois ses traites. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions plus intelligentes, permettre d'ouvrir avec un délai pour dire vous avez 3 mois, 6 mois pour se remettre en ordre? Voilà. Max Dumois, une dernière question. Vous avez été délégué Outre-mer lors de la campagne du président de la République. Vous êtes fendu d'une tribune récemment contre Annick Girardin. Vous avez été longtemps pressenti pour être ministre des Outre-mer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une certaine rancœur par rapport à ça? Vous auriez aimé être à la place d'Annick Girardin? Parce que vous avez des idées au niveau économique. Est-ce que vous aimeriez être à ce poste aujourd'hui? Alors, déjà, première question, je n'ai absolument pas publié de tribune contre Annick Girardin. J'ai simplement dit, je le maintiens, que le livre bleu des Outre-mer a donné lieu à des propositions d'une vingtaine d'entreprises lauréates, mais que je dis que ça ne fait pas une politique. Une politique économique, je voudrais revenir sur les promesses. Effectivement, le président de la République, lui, il avait dit il faut développer les filières économiques. Ce que moi je fais de mon petit poste modeste depuis Eredom que j'ai créé l'année dernière, qui veut développer les filières économiques. On vient d'en faire la preuve avec là la filière pêche. Et ce sont toutes les filières pêche. Bon, est-ce que je vais être ministre? Clairement, la réponse c'est que j'ai pas le profil pour être ministre. J'ai jamais souhaité être ministre, je ne serai jamais ministre, il faut que ça soit clair. Parce que je veux pas que ça soit perturbant, vous comprenez? Cette question que vous posez qui est très légitime, si j'avais une vocation à être ministre et si je voulais être ministre, ça afficherait le bazar dans la conduite même d'Eredom. Eredom va bien. Je souhaite à Madame Girardin... C'est plus simple lorsqu'on est ministre de faire avancer les choses. Non, je suis pas sûr. La position de Madame Girardin n'est pas toujours facile. Non. C'est compliqué d'être ministre des Outre-mer. Il faut gagner ses arbitrages, c'est pas toujours facile. Alors d'abord, à Madame Girardin, d'abord je l'envoie clairement une adresse d'amitié. Annick Girardin, oui, je vous soutiens. Il n'y a pas de problème avec ça. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je suis pas toujours d'accord avec vous, mais franchement, Madame la ministre, ma porte vous est grande ouverte. Eredom peut vous recevoir quand vous voulez. Enfin, vraiment. Et nous pouvons travailler ensemble. Franchement, c'est ça. Et puis, pour le reste, un ministre, c'est quelqu'un qui a un profil politique. Personnellement, je n'ai pas de profil politique, je ne vois pas du tout, j'amènerai pas aujourd'hui au gouvernement président de la République un équilibre politique qu'il irait chercher. Donc la réponse est non, et encore une fois, longue vie à Mme Girardin. Nous ne sommes pas toujours d'accord, Madame la Ministre, c'est vrai, mais la vocation d'une association n'est pas d'être toujours d'accord, y compris avec des gens qui sont dans notre philosophie. Voilà. Merci beaucoup, Max Dubois, et puis on continuera à suivre votre association, puis vous serez sûrement très bientôt dans l'océan Indien parmi nous. Merci infiniment, merci. Je salue encore une fois tous les pêcheurs, bravo pour votre travail, bravo pour votre boulot. On suivra cette problématique de très près. Un mot d'environnement dans votre 19h. Face au péril en la demeure, la Fédération Mayotte Nature Environnement a décidé de changer de ton. À travers une grande campagne de communication, l'association souhaite faire réagir la population avant qu'il ne soit trop tard. En effet, à ce rythme, l'île au Lagon va subir une perte irréversible de ses richesses naturelles uniques au monde. Claude Jacquier qui nous parle de cette campagne. Écoutons Claude Jacquier, qui nous parle de cette campagne de la dernière chance. Là, on est quasiment à un point de non-retour. Là, il faut vraiment prendre des décisions radicales dans les années qui viennent pour protéger l'île, parce que entre les déchets, l'entretien du lagon, c'est notre nature qu'on est en train de détruire. Donc, il a été fait un choix de lancer une grande campagne de communication globale avec tous les acteurs environnementaux et tous ceux qui peuvent avoir leur mot à dire sur l'environnement sur l'île. C'est presque une marque, quelque chose qu'on essaie d'ancrer dans les mémoires, dans le conscient. Je ne vais même pas dire l'inconscient, le conscient. Ma, on a dit respecte-moi, respecte-toi. C'est respecte ton île et alors tu te respecteras. Donc c'est vraiment une démarche individuelle, c'est de l'éducation aux démarches environnementales, à l'entretien de la nature. Donc c'est comme vous dites, c'est vraiment tout le monde s'est mis autour de la table, puisque à l'origine c'était avec un plan de développement de biodiversité, il y a eu le parc marin, l'AFD, la préfecture, et aujourd'hui tout le monde se retrouve autour de cette campagne de communication qui n'a pas vocation à construire, mais qui a vocation à se reposer sur l'existant, à soutenir tous les intervenants des démarches environnementales sur l'île. On termine ce journal avec la deuxième édition du festival Baobab débuté vendredi. Pour cette dernière journée, l'amphithéâtre de Mamoudzou Nord n'a pas désempli. Il accueillait ce matin la troupe du lycée de Mamoudzou Nord pour jouer un monument de l'œuvre théâtrale française Cyrano de Bergerac. Une représentation suivie d'une pièce interprétée par la troupe des lycéens du lycée de Younoussa Bamana. Comment se sont déroulés ces quelques jours au contact des professionnels du théâtre et d'autres disciplines? Un reportage signé Jaïdi Maoulida.
Salle comble pour l'amphithéâtre pour cette dernière journée du festival Baobab. Les séances s'enchaînent depuis vendredi pour des étudiants venus de toute l'île et visiblement ravis de l'événement. Tout d'abord, nous sommes venus ici le vendredi après-midi. Après avoir terminé nos cours avec nos professeurs, nous avons regardé des spectacles, plusieurs spectacles qui ont été géniaux. Après le samedi, nous avons eu la chance de présenter nos spectacles qui s'intitulent Mahaba. Le week-end ne se résume pas qu'au spectacle. Plusieurs ateliers ont également été mis en place par des professionnels afin de permettre aux apprentis acteurs de mieux appréhender la scène. Ce qui est intéressant, c'est l'immersion en fait. C'est ça qui est bien, c'est comme on est dans un temps fort de 3 jours où les jeunes sont comme dans une bulle. Au niveau du théâtre, on peut se permettre d'aller dans des endroits un peu plus loin au niveau de la recherche et au niveau de la découverte et de les engager dans des champs en fait, de travail qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Un moment ludique et convivial pour les élèves, mais également une belle façon pour ces derniers d'apprendre et de s'épanouir. Alors bien sûr c'est une ouverture culturelle, un épanouissement personnel également et puis ils acquièrent des compétences vraiment d'aisance face à un public, d'aisance dans leur corps, d'aisance dans leur voix, dans l'articulation, dans leur posture. Ils acquièrent beaucoup en confiance également, donc c'est une très belle expérience. Belle réussite pour cette deuxième édition. Pour l'occasion, plusieurs artistes ont été conviés au festival. Reste maintenant à savoir si un nouveau lever de rideau aura lieu l'année prochaine. Et avant de nous quitter, cette information importante, depuis 17h30, le département est placé en alerte précyclonique. Cela implique qu'il existe une menace cyclonique potentielle pour Mayotte dans les jours à venir. Affaire à suivre de très près. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.